Bonjour à tous. Nous sommes actuellement plus de 200 à être connectés donc sur cette deuxième édition des rendez-vous TPE Association de la Nouvelle-Aquitaine qui se déroule, je le rappelle, de manière hebdomadaire les mardis et les vendredis de 14 à 15 heures. Cela fait 21 jours maintenant que nous tous, chefs d'entreprise, indépendants, professions libérales, dirigeants d'associations, secteur marchand et non marchand, sommes confrontés à cette situation inédite. Les réponses à apporter à la situation actuelle pour gérer, planifier et prévoir les actions à entreprendre ont nécessité de la part de nos organisations professionnelles, syndicales et consulaires de ne parler que d'une seule voix. Et on remercie donc tous nos partenaires qui sont donc la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde, la Chambre de métier de la Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, le MEDEF Gironde et Nouvelle-Aquitaine, la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine, l'Union des entreprises de proximité, l'UDP, l'UMI 33 et l'UMI Nouvelle-Aquitaine, la CAPEB Nouvelle-Aquitaine, la Fédération nationale des transporteurs routiers, l'Union nationale des entreprises adaptées, l'Association d'insertion par l'activité économique, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, le Centre des jeunes dirigeants de la Gironde, la Jeune Chambre économique de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine et le Césaire Nouvelle-Aquitaine. Il est important de rappeler que tous ces partenaires sont en ligne pour répondre aux internautes sur toutes les questions d'actualité. Moi, je suis Frédéric Petit, je suis dirigeant d'entreprise sociale. Je vais donc animer ce webinaire en donnant largement la parole à nos invités qui vont se présenter dans quelques minutes. Pour les renseignements techniques, alors vous avez trois onglets, une partie chat sur laquelle vous pouvez passer vos petits messages, dire bonjour à un ami que vous avez reconnu, remercier, surtout de ne pas poser de questions puisque ces questions sont posées dans le deuxième onglet, onglet questions. Ces questions, vous trouverez à côté un petit triangle. Nous vous invitons à voter par l'intermédiaire de ce triangle sur les questions sur lesquelles vous reconnaissez, de telle sorte à ne pas reformuler une question puisque je n'afficherai, en tout cas, on s'oriente sur les questions qui ont le plus de votes. Et ensuite, vous avez un troisième onglet qui est la partie sondage. On vous passera 5 sondages pendant les 3 quarts d'heure qui nous permettront d'améliorer ces webinaires au fil des semaines. Je vais de suite donner donc la parole à nos trois invités, donc représentants des URSSAF, représentants de l'ASP et représentants de la Directe. On va commencer par représentant de la Directe, donc Pascal Frédéris. Si vous pouvez nous donner un petit mot de contexte sur 2-3 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Alors, j'espère que le son vous arrive bien. On vous entend très bien. Parfait. Donc, voilà, Pascal Frédéris, donc directeur régional de la Directe. Un petit mot donc pour l'activité partielle, hein, pour dire en 2-3 mots où nous en sommes actuellement. Nous en sommes à presque 50 000 dossiers déposés par les entreprises, hein, en Nouvelle-Aquitaine, et dont qui représentent à peu près 387 000 salariés. Donc, ça monte quand même en charge très rapidement. Donc là, ce sont bien les demandes d'autorisation, hein, qui nous sont parvenues. Donc, je rappelle simplement qu'il y a 3 étapes, hein, pour bénéficier d'un remboursement d'activité partielle. Il faut créer le compte, il faut que l'entreprise crée son compte ASP. Hein, et vous avez vu, enfin, ça a été évoqué vendredi, mais il y a eu effectivement depuis le 15 mars des difficultés assez importantes pour les entreprises compte tenu de l'afflux massif de dossiers. Un flux qui est en train de se résorber. Je pense que Yannick, pour l'ASP, pourra le confirmer. Donc, il nous reste à peu près 2-3% de situations de ce type-là à régler. Deuxième étape, une fois que le compte est créé, donc il faut faire une demande d'autorisation préalable au service de la Directe, donc dans les UD, unités départementales. Donc, c'est cette réponse-là qui a été automatisée donc, tout récemment. Hein, vous savez que dans l'ancien dispositif, il fallait attendre 15 jours avant d'avoir un accord tacite. Désormais, c'est 48 heures et ça fonctionne. Donc, l'idée étant d'arriver le plus vite possible à une décision favorable. Et troisième étape, donc il faut que l'entreprise fasse tous les mois, en fin de mois, une demande d'indemnisation, hein, donc adressée toujours par le dispositif APART, le site ASP. Et donc, c'est cette indemnisation-là qui sera regardée par les directs et qui, là aussi, fera l'objet d'une automatisation à compter d'après-demain. Hein, donc, il y a une accélération des procédures pour faire en sorte que ce paiement, que le délai, normalement, on parle d'un délai de 10 à 12 jours entre la validation
de la demande d'indemnisation et le versement effectif. Donc, c'est ce qu'on essaye en effet de pouvoir mettre en œuvre. Très bien, merci. On passe la parole à l'ASP. Oui, bonjour, je suis Yannick Monteillet, je suis le directeur régional de l'ASP en Nouvelle-Aquitaine. Peut-être un élément de contexte sur notre organisation, hein, c'est que tout en étant directeur régional pour la Nouvelle-Aquitaine, nous raisonnons, nous, au niveau de l'ASP, sur une équipe nationale mutualisée entre l'ensemble de nos agents de toutes les structures. Donc, en fait, je n'ai pas, je dirais, vocation à traiter plus particulièrement les dossiers de la Nouvelle-Aquitaine, mais je contribue, ainsi que l'ensemble de mes collègues, à traiter l'ensemble du flux national. Ce qu'on peut simplement dire pour compléter ce que disait Pascal Aprédéris à l'instant, c'est que du point de vue de l'ASP, le challenge a été absolument majeur puisque nous avons dû en l'espace de un peu moins de 2 semaines mettre en place un tout nouveau processus totalement industrialisé qui a été fait par les équipes du siège à Limoges et qui permet de traiter des volumétries extrêmement importantes puisqu'il y a eu à l'échelle nationale, je crois, 1,2 million ou 1,3 million demandes de création de comptes qui évidemment supposait d'avoir un processus radicalement repensé. Les évolutions réglementaires qui ont été donc la traduction du décret ont été instaurées et mises en place dans la nouvelle version de l'extranet qui est en place depuis mercredi. Et effectivement, il y a par ailleurs donc toutes les dispositions prévues pour permettre un traitement industrialisé, avec notamment un certain nombre de simplifications administratives et puis des traitements de masse sur les raccourcissements de délai, donc les fameuses 48 heures dont vient de parler Pascal Aprédéris sur les traitements des demandes d'autorisation préalables, ainsi que maintenant les étapes de traitement des demandes d'indemnisation. Pour faire face à l'afflux, néanmoins, nous avons été totalement congestionnés, il faut bien le reconnaître, au niveau de l'assistance utilisateur. Il y a eu des difficultés au début, je dirais, à vider les tuyaux. Maintenant, on est effectivement sorti de cette passe-là depuis la fin de la semaine. Et vous avez une beaucoup plus grande autonomie pour créer, modifier vos comptes, récupérer vos mots de passe, ce qui donne une bien plus grande fluidité. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est quand même encore aux alentours de 60-70 000 appels par jour. La semaine dernière, on était monté à 160 000 appels par jour sur la plateforme. Donc, vous vous doutez bien que dans ces conditions, malgré tous nos efforts, on était en difficulté pour faire face. Mais ça s'améliore très nettement et je pense que le numéro d'assistance sera prochainement en capacité d'apporter une qualité de service bien meilleure à ce qu'elle a été dans les tout premiers jours. Tout ça, on est en train d'en sortir. Sont plutôt positives. Je vous donnerai les informations sur les calendriers de paiement aussi, si vous le souhaitez, mais peut-être pas rentrer trop dans les détails. D'accord, merci beaucoup. URSAF, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Henri Lourdes-Rocheblave, donc directeur régional de l'URSSAF Aquitaine. Donc nous, côté URSSAF, on est dans une double logique, c'est-à-dire que naturellement notre objectif, c'est de maintenir le financement de la protection sociale, puisqu'évidemment les cotisations URSSAF servent notamment à financer le système de santé. Donc, vous doutez qu'en ce moment, le système de santé, c'est très important qu'on puisse continuer à le financer. Donc on est à la fois dans une logique où on demande aux entreprises qui peuvent payer, qui ne sont pas dans les situations les plus difficiles, de continuer à déclarer et à régler leurs cotisations. Et par contre, on est aussi au soutien des entreprises qui seraient en difficulté. Donc les mesures qui ont été prises par le gouvernement et reprises côté du réseau des URSSAF, concernant les entreprises, donc c'est la possibilité de demander un report en réalité des cotisations sur 3 mois. Donc c'était le cas sur l'échéance du 15 mars, celle du 5 avril, et ça sera également le cas sur l'échéance du 15 avril. Donc pour ça, il faut toujours quand même faire la déclaration, donc aller sur la DSN et faire sa DSN, sa déclaration reste obligatoire. Par contre, on a la possibilité, si on est une entreprise en difficulté, de ne pas régler ou de régler qu'une partie des cotisations. Et donc il y aura un report automatique de 3 mois sans qu'il y ait de pénalité, de majoration de retard et sans qu'il y ait besoin aujourd'hui de faire une demande de délai. Il suffit de ne pas faire le paiement et on aura une régularisation plus tardive. Concernant les travailleurs indépendants, donc là il y a 2 cas. Il y a le cas des travailleurs indépendants qui sont prélevés à une échéance. Donc c'est le cas de l'échéance du 20 mars, du 5 avril et du 20 avril. Là, nous ne faisons pas les prélèvements. Donc là, il n'y a aucune démarche à faire côté travailleurs indépendants. Les prélèvements ne sont pas effectués et donc ces sommes sont reportées sur le reste de l'année 2020.
Par contre, pour les auto-entrepreneurs, là, c'est une déclaration qui se fait en fin de mois, donc c'était le cas sur la fin du mois de mars. Donc là, il faut déclarer son chiffre d'affaires et ensuite, si on ne peut pas régler, on ne règle pas les éléments. Il y aura là aussi un report de 3 mois. Donc ça, ce sont des éléments importants entre entreprises et travailleurs indépendants. Ce qu'on peut dire également au niveau des éléments, c'est qu'il faut privilégier vraiment les demandes par les sites Internet, donc ursaf.fr d'un côté pour les entreprises et les professions libérales et sécu-indépendant.fr pour les artisans et les commerçants, puisque c'est le meilleur moyen donc de pouvoir suivre ensuite pour nous l'activité. On est toujours ouvert côté téléphonie, donc je donne les numéros quand même parce que je crois que c'est des numéros qui peuvent être utilisés facilement. Donc le 3957 pour les entreprises et les professions libérales et le 3698 pour les travailleurs indépendants. Par contre, donc nous, on fonctionne. On est aujourd'hui à plus de 710 personnes sur 800 en télétravail, donc en capacité de répondre. Mais c'est vrai que les conditions, notamment de l'appel téléphonique, sont un peu moins bonnes aujourd'hui que lorsque les gens, parce qu'ils sont en télétravail chez eux, que lorsqu'ils sont évidemment dans les locaux. Dernier élément, il y a des aides qui sont possibles, notamment pour les petites entreprises, les TPE et les travailleurs indépendants. Donc ces aides, il y a un fonds d'indemnisation qui a été créé par l'État, qui est géré par la Direction générale des finances publiques, avec la possibilité d'aller une aide jusqu'à 1 500 € pour le mois de mars. Donc, il faut aller sur son espace personnel sur impôts.fr pour pouvoir demander cette aide. Et il y a, par ailleurs, seulement pour ceux qui n'auraient pas droit à cette aide, la possibilité de demander une aide en action sanitaire et sociale côté donc du CPSTI, du Conseil de la protection sociale et des travailleurs indépendants, dont les aides sont gérées par l'URSSAF. Mais pour ça, il faut avoir une situation sociale particulière. Et donc, il y a des éléments, il y a un formulaire qui existe et qui est là aussi sur les sites ursaf.fr et sécu-indépendant.fr. Voilà ce que je voulais annoncer. Le dernier élément, pour aussi rassurer les entreprises, nous avons donc depuis mi-mars suspendu l'ensemble des actions de recouvrement amiable et forcé auprès des cotisants, pour éviter en effet de faire des relances à mauvais escient pendant cette période difficile. Très bien. Alors, vous allez pouvoir conserver la parole parce que justement sur donc les questions. Alors, vous avez un sondage qui a été publié. Je vous invite, déjà une grande partie y a répondu. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez sur le 3e onglet sondage. Alors, justement sur la question donc que vous évoquiez, donc le fonds de solidarité. Donc, nous avons une question donc qui fait l'objet de 32 votes sur la question du renouvellement de cette prime donc de 1 500 €. Donc, est-ce que c'est un renouvellement mensuel ou est-ce qu'elle est versée d'une façon forfaitaire sur la période de confinement? Alors, pour l'instant, les éléments qui ont été donnés par le gouvernement, puisque là, c'est vraiment le ministre des Actions publiques qui gère ça, c'est que la prime de 1 500 €, elle est pour le mois de mars et il y aura un renouvellement probable pour le mois d'avril. Pour l'instant, on n'a pas plus de visibilité sur le sujet, mais ça serait mois de mars et avril. En sachant que, je ne l'ai pas dit, mais il y a deux grandes catégories pour pouvoir avoir droit à cette aide. Il faut soit avoir été fermé administrativement, notamment les restaurants, les zones de spectacle, les salles de spectacle, etc., qui ont été fermées administrativement. Donc là, qui ont un droit, quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires, elles ont un droit à cette aide. Et après, il y a les entreprises qui n'ont pas été fermées administrativement, mais qui ont une réduction donc, de leur chiffre d'affaires de 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019. D'accord, donc il faut attendre encore que l'information soit portée pour la période d'avril. Voilà, alors il faut faire sa demande pour le mois de mars avant le 30 avril. Ça, c'est les règles qui sont déjà annoncées. Pour le mois d'avril, je vous dis, c'est probable, mais ce n'est pas encore confirmé à 100%, donc les règles n'ont pas encore été définies. On peut supposer que ce sera les mêmes, qu'il faudra faire la demande avant le 31 mai pour la période d'avril. D'accord, merci. On a plusieurs questions sur le chômage partiel, donc je vais en mettre une qui est assez spécifique et vous indiquer aussi une autre question qui s'associe à celle-ci. Bonjour, peut-on avoir sur une même semaine un salarié en télétravail 3 jours, soit 21 heures de travail, et en activité partielle pour 2 jours, soit 14 heures? Et associé à cette même question, faut-il faire une nouvelle demande d'autorisation pour la période d'avril pour le chômage partiel? Voilà, alors première question, la réponse c'est vraiment l'employeur qui déclare à chaque fin de mois, vous déclarez le nombre d'heures d'activité partielle de chacun de vos salariés.
Alors, ça peut être 156 heures. Si quelqu'un n'a pas travaillé du tout, ça peut être 10 heures, 12 heures. Donc là, il y a vraiment une souplesse totale. C'est l'employeur qui détermine, hein, bien sûr en fonction des réalités, le nombre d'heures qui ont été chômées le mois précédent. Et donc, ça peut être, un salarié peut être en chômage partiel une semaine sur deux, tout le mois, ou très peu d'heures dans la semaine. Donc ça, c'est vraiment facilement modulable. Sur la demande à renouveler ou pas, donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc il y a bien deux étapes. La première étape, c'est une demande d'autorisation qui est valable 6 mois ou qui est valable 1 an, hein, selon les cas. C'était 6 mois dans l'ancien système, ça peut être porté à 12 mois dans le nouveau système. Donc cette autorisation-là, elle est acquise pour la durée des 6 mois ou des 12 mois. Après, pour demander le remboursement de ce qui a été effectivement avancé par les entreprises, là, il est clair que c'est chaque mois qu'il faut que l'entreprise, sur le site donc Apart, hein, fasse un relevé donc des heures chômées par chaque salarié pour que le remboursement puisse intervenir. Hein, donc la demande d'indemnisation est à faire mois par mois. Très bien, merci. J'ai une interrogation là justement pour l'ASP. Vous parliez tout à l'heure du calendrier de paiement. Donc, le paiement va se faire pour toutes les entreprises au même moment ou est-ce que vous allez faire différentes campagnes? Donc, il y a plusieurs trains de paiement par semaine. Ça, c'est une évolution majeure dans le dispositif pour permettre une plus grande fluidité. Il y avait auparavant, je crois, un train de paiement par mois de mémoire. Et là, donc, on est passé, on a eu un train de paiement le 31 mars, dont les paiements, normalement, l'amendement sur les comptes devrait être au 6 avril, donc hier. Un certain nombre d'entreprises dont les demandes d'indemnisation avaient été validées en date du 31 mars, normalement, ont été payées le 6 avril, sous réserve évidemment qu'un certain nombre de contrôles embarqués dans les traitements ne les ait pas exclus, par exemple. Et ça, je tire l'attention là-dessus, c'est extrêmement important. Lorsque vous créez vos comptes, il faut s'assurer que les SIRET sont valides, parce qu'on peut avoir un certain nombre de contrôles a posteriori qui ne sont pas embarqués lors de la saisie pour justement des questions de simplification et de productivité du processus. Donc, il faut être très vigilant à la qualité de la saisie et notamment sur les SIRET que vous renseignez qui doivent être validés. On a eu donc une autre série de paiements qui a été arrêtée, donc, qui a embarqué les demandes d'indemnisation qui ont été constatées avec un abondement des comptes qui aura lieu demain. Et puis, nous avons cette semaine 3 arrêts de saisie. Donc, les demandes d'indemnisation arrêtées au 6 avril hier, normalement un abondement des comptes vendredi. Les demandes d'indemnisation arrêtées à demain, ça devrait être pour le 15 avril. Et celles qui auront été arrêtées pour le 10 avril, donc en fin de semaine, devraient permettre un abondement des comptes le 17 avril. Très bien, merci. Je vous invite à… Toutes celles qui sont là sont bien embarquées dans un paiement en même temps. Alors, il faut peut-être préciser, si je peux intervenir, que évidemment, ces délais que cite Yannick, donc c'est à compter de la validation de la demande d'indemnisation par les services des directs. Et donc, ces validations-là, comme je l'ai indiqué, elles vont être automatisées, enfin accélérées dans un délai pour qu'au bout de 5-6 jours, il y ait une validation automatique. Mais on n'est pas encore dans cette validation automatique, ça sera opérationnel après-demain. Donc voilà, donc le délai de validation des dossiers, les UD directs font le maximum et on a déployé pas mal d'agents renforts pour faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Mais par rapport à la masse à traiter, effectivement, voilà. Hein. Alors, sur les paiements, je crois qu'il y a un élément quand même important, un élément d'information pour les entreprises qui peut être utile, c'est que une fois que la demande d'indemnisation est validée par les services de la directe, sur l'applicatif, vous pouvez imprimer un document qui indique donc à peu près le montant de l'aide que l'État va vous rembourser. Et je pense que par rapport à vos banquiers, ça peut être un document tout à fait intéressant. Alors, on n'est pas dans le formalisme d'une daïsation, des choses comme ça, mais en tout cas, ça démontre quand même à votre banquier que le paiement est bien en cours et va arriver d'ici une dizaine de jours maximum. Hein, je crois que c'est une précision importante. Très bien, je vous remercie. On a une question, alors je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais en tout cas, un internaute qui est connecté ou une fédération pourra nous apporter la réponse dans le chat. Les restaurants ouvriraient le 1er juillet. Qu'en est-il? Est-ce que côté institution, vous avez eu des informations sur ça? C'est vrai, non, enfin, non. Bah, vraiment, je pense que là, personne n'est dans le secret
dans le secret des dieux. Bon, ce qu'on sait, c'est que sans doute la période de confinement sera certainement prolongée jusqu'à la fin avril. Ça, je pense que et c'est un secret de polichinelle. Au-delà, honnêtement, je pense que personne n'a la vision. Donc c'est une information qui n'est pas confirmée pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais en tout cas officiellement, non, il n'y a pas de date certaine. Simplement le confinement, il est fort probable qu'il soit prolongé jusqu'à la fin avril. C'est à peu près la seule information qu'on ait en termes de calendrier. Vous savez bien que les débats autour du déconfinement sont très compliqués, difficiles, et tout ça reste quand même à préciser très, très largement. Une autre question sur… alors, un de vous trois peut-être peut apporter une réponse, mais quoi qu'il en soit, on complétera si nécessaire. Pourquoi l'assurance perte d'exploitation ne fonctionne pas? Il y a eu pas mal de sujets qui sont passés comme ça sur la question des assurances, justement. Alors, je peux essayer de répondre, mais c'est pas forcément mon domaine. Mais enfin, le discours des assurances, en tout cas, est de dire que le risque pandémie n'est pas assurable compte tenu des montants financiers que ça supposerait. Voilà, c'est la réponse. Mais bon, il faudrait vraiment demander ça aux assureurs. Il est certain que les masses financières, les manques à gagner sont tels que aucun système assurantiel n'est suffisamment costaud sans doute pour tenir le choc. Alors, en contrepartie de cela, donc il faut rappeler quand même que les assurances participent au fameux fonds de solidarité qui a été évoqué, à hauteur de 200 millions pour l'instant. Voilà, donc c'est une manière de participer à cet effort de solidarité. Mais voilà, je ne m'avancerai pas plus sur le terrain du droit des assurances. Merci. Je ne suis pas éligible à une aide de 1 500 €. Est-il possible de défendre mon cas et auprès de qui? Les formulaires en ligne ne suffisent pas. Alors, est-ce qu'il y a un médiateur ou un individu spécifique qui traite ces cas particuliers? Alors, pour l'instant, pas à ma connaissance, puisqu'en effet, on fonctionne sur… Enfin, l'idée, évidemment, des pouvoirs publics, c'est de pouvoir traiter un maximum de cas le plus rapidement possible. Donc, l'idée du formulaire sur Internet, la demande sur Internet, permet de faire ça. C'est un traitement qui est centralisé au niveau national. Et donc, en effet, pour l'instant, il n'y a pas de système existant, à mon connaissance, de médiation en cas de difficulté. Donc, pour moi, les premiers paiements, a priori, sont déjà partis, puisque le système a été mis en place au 1er avril, et donc il y a eu déjà des traitements qui ont été menés. S'il y a des refus, il y a la possibilité sûrement de revenir vers sa direction départementale des finances publiques pour poser des questions. Sinon, nous, côté action sociale pour les travailleurs indépendants, donc là c'est vraiment travailleurs indépendants, on aura, nous, possibilité d'examiner les cas de personnes qui auraient un refus du fonds d'indemnisation et qui pourraient donc venir vers le CPSTI, le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants, pour demander une action sociale en remplacement finalement. Oui, si je peux intervenir juste simplement, peut-être préconiser que lors d'un de vos prochains webinaires, vous invitiez la Direction régionale des finances publiques, parce que c'est vraiment eux qui sont en gestion du fonds de solidarité. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui portent là-dessus, et c'est normal. Mais bon, je pense que c'est vraiment la direction, la DRFIP, qui devrait être en mesure de répondre à ces questions, sachant qu'il y a une complémentarité URSSAF, comme ça a été expliqué par le directeur régional. Mais voilà, je pense que ça devrait faire l'objet d'une réunion prochaine, parce qu'on voit bien qu'il y a de nombreuses questions sur ce sujet-là, et c'est bien normal, et ça soulève effectivement un tas de questionnements que je comprends tout à fait. Oui, alors vous faites bien de l'évoquer, je peux l'indiquer d'ores et déjà donc sur les plannings des prochains webinaires, puisque donc vendredi nous aurons la DRFIP qui viendra donc vendredi, donc le 10 avril et le 14 avril aussi, notez-le. Donc nous aurons donc le conseil régional, la BPI et la BDF. Donc on attend donc les confirmations, mais en tout cas les échanges sont mis en place. Puisque là aussi, on arrive sur un temps effectivement où ce type de questionnement arrive, maintenant que beaucoup de choses ont été mises en place. Une autre question sur le chômage partiel. Si le nombre d'heures prévues dans le dossier ouvert pour le chômage partiel est atteint au 30-06, devons-nous prévoir
de faire une nouvelle demande de chômage partiel ou bien le dossier sera renouvelé automatiquement? Dans ce cas-là, enfin, je pense que la meilleure chose est quand même de refaire une demande complémentaire, hein, parce qu'encore une fois, les demandes d'indemnisation mensuelles, elles s'incrémentent par rapport à la demande initiale. Donc, si la demande initiale est en effet dépassée, je pense que il faut faire une nouvelle demande, effectivement. Je C'est un préciserai avenant, je crois, à la demande. un avenant, hein, voilà, c'est un avenant. Et donc, je précise là aussi que par rapport au volume annuel d'heures supplémentaires, enfin d'heures d'activité partielle, pardon, pouvant être effectuées, on est passé de 1000 heures, hein, qui était le plafond jusqu'à récemment, on est passé à 1600 heures par année civile, ce qui est très très important, hein. Donc voilà, donc il y a un assouplissement qui a été fait, mais si votre première estimation effectivement est insuffisante, dans ce cas-là, faites un avenant pour augmenter le nombre d'heures indemnisables. C'est les joies du direct. Je vous confirme que la DGFiP sera bien présente donc vendredi. Donc pour ceux qui ont toutes ces questions qui tournent autour du fonds de solidarité, vous recevrez sous 24 heures, 48 heures maximum l'invitation pour le 3e webinaire où la DRFiP sera présente. J'indique également que nous aurons donc vendredi le haut-commissaire à l'inclusion dans l'emploi et l'engagement des entreprises, donc qui est rattaché au ministère du Travail, à Muriel Pénicaud. Il y a beaucoup de questions qui sont des questions très générales sur est-ce que les aides sont à la hauteur des enjeux. En Allemagne, beaucoup plus d'argent ont été mis sur le territoire. Il y a des informations sur le forfait de 1500 euros en France et 9000 euros en Allemagne. Bon, toutes ces informations qui dépassent les questions de chômage partiel ou autres, beaucoup plus généralistes. Venez vendredi justement et le haut-commissaire, donc Thibaut Guilluy, pourra répondre et pourra vous donner aussi un certain nombre d'informations sur les actions des différents ministères. Ce qu'on peut peut-être préciser quand même, c'est que le dispositif d'activité partielle fait partie quand même des systèmes les plus généreux au niveau européen. Il faut bien distinguer d'une part l'activité partielle et le remboursement, donc à 100% de l'allocation aux entreprises, et par ailleurs avec un déplafonnement à 4,5 SMIC. Et par ailleurs, c'est vrai que le fonds de solidarité des 1500 euros pour les travailleurs indépendants, et ça c'est un autre sujet donc sur lequel je ne m'exprimerai pas. Mais en tout cas, pour l'activité partielle, sachez que l'effort budgétaire qui était prévu de l'ordre de 3 à 4 milliards sera certainement dépassé. Si on fait une simulation du nombre d'heures qui a été demandé à ce jour en Nouvelle-Aquitaine, donc on est à 169 millions d'heures qui ont été demandées. Si on applique un taux moyen de 8 à 9 euros, vous voyez que ça dépasse déjà le milliard d'euros, rien que pour la seule Nouvelle-Aquitaine. Donc je pense que l'effort est vraiment… On est sur des prévisions supérieures à 10 milliards d'euros au niveau national. Voilà. Question sur la garde d'enfants. Est-ce qu'il est prévu un délai maximum pour les arrêts maladie pour garde d'enfants? Là, j'avoue, je n'ai pas la réponse. On est confronté à la même question en tant qu'employeur, je dirais. Ouais, Ouais. Bon, eh ben alors, vous savez, celle-ci, on va la mettre de côté. C'est donc. Après, c'est plutôt côté assurance maladie qu'ils ont peut-être la réponse. Parce qu'au départ, on était parti sur des arrêts de 14 jours de mémoire, mais. C'est lié au 14e. Mais les arrêts de 14 jours étaient dans le cadre du confinement avant la phase 3. Ouais. Mais là, en phase 3. Mais là, c'est côté assurance maladie. Donc, il faut aller sur amélie.fr pour poser la question. N'hésitez pas également pour les internautes sur des questions bien précises. J'ai cité tout à l'heure donc l'ensemble des organisations professionnelles, patronales et consulaires. Tout le monde a développé aussi des standards téléphoniques pour répondre justement à ces ressortissants adhérents. N'hésitez pas aussi à les solliciter sur des questions qui sont très précises. Alors, peut-être juste oui, si je peux me permettre, donc pour indiquer aussi que là, au niveau des directs, on a aussi augmenté assez fortement la réponse, la capacité de réponse téléphonique, et donc on a mis en œuvre un numéro de téléphone régional unique, qui est le 0806 30 126, donc c'est le 0806 30 126. Et donc, donc vous aurez des personnes qui sont dans les UD qui vont répondre, mais aussi des renforts. On a
On a réussi à mobiliser des agents d'autres services de l'État, comme la DRAF, ou des services de la direction régionale à direct, pour augmenter la capacité de réponse. Donc, à ce numéro-là, vous aurez normalement une réponse aux questions que vous pouvez vous poser sur l'état d'avancement d'un dossier ou sur les questions juridiques qui se posent en matière d'activité partielle. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter tous les numéros, vous pourrez regarder donc ce webinaire en différé, puisque vous recevrez un lien après la fin de ce webinaire pour vous permettre de revoir donc ce webinaire. Et vous pouvez également regarder dans le chat les informations qui vous sont postées, soit par des liens, soit par les numéros qui ont été indiqués. Question, en cas de maintien de salaire à l'initiative de l'entreprise, complément de salaire entre les 84% de chômage partiel et 100% de base 35 heures, ce que je souhaite assurer à mes salariés, cette différence est-elle soumise à charge sociale? Alors, si, donc ça fait partie d'une des récentes ordonnances qui ont été prévues. Donc, si l'employeur fait le choix de maintenir intégralement le salaire, la partie donc, qui excède les 84% suit le même régime social, c'est-à-dire que soumis sous le contrôle de l'URSSAF, soumis à CSG, CRDS, mais pas à d'autres cotisations. Merci. J'en profite peut-être juste dans Oui. l'intermède pour rappeler le numéro de téléphone de l'assistance utilisateur de l'extranet. Donc, en réécoutant, se remémorer. Donc, c'est le 0800 705 800 qui est le canal privilégié, ainsi que bien sûr les adresses mail que vous avez en accès sur votre portail Apart. J'ai des salariés en arrêt maladie pour garde d'enfants. Les vacances scolaires approchent. Que dois-je faire pour cette période? Je pense que les salariés ne peuvent plus prétendre à un arrêt pour garde d'enfants. Qu'en est-il? Alors là aussi, question qui est plus assurance maladie. La question qui peut se poser, c'est l'articulation entre l'activité partielle et l'arrêt maladie. Là-dessus, on a eu des précisions tout à fait récentes dans un question-réponse. Donc, bon, c'est assez complexe selon que la personne soit en maladie avant ou après la mise en chômage partiel de l'effectif. Il faut retenir deux principes, c'est que le régime de la personne en maladie suit le régime des salariés. Donc, si tous les salariés sont en activité partielle, la personne qui est en maladie, quel que soit le motif, elle suit aussi le régime d'activité partielle. Et le deuxième point, c'est que normalement, c'est ce régime-là qui l'emporte par rapport à un régime de maladie. Mais là, je vous invite on pourra vous donner des précisions plus fines, notamment au travers d'un question-réponse qui a été édité par le ministère du Travail et qui examine bien cette question-là. En fait, il y a deux questions assez compliquées en matière d'activité partielle. C'est la question des heures d'équivalence pour certaines professions, certains métiers, notamment le transport routier. Et deuxième point particulier, c'est l'articulation entre congé maladie et activité partielle, qui peut aussi susciter des difficultés. Donc là, je pense que le mieux, c'est qu'on puisse vous adresser ou faire parvenir un peu ces annexes qui sont relativement détaillées et précises. Très bien, merci. J'ai une question pour Monsieur Monteiller. Si le virement qui est fait de la SP est supérieur à la déclaration que j'ai faite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la SP va prélever sur le compte de l'entreprise la différence ou est-ce que vous allez faire une régularisation sur le prochain bordereau? Alors concrètement, le système va calculer en regard du nombre d'heures qui auront été validées par la directe. Donc le procès, je le reprends. Vous déposez chaque mois votre demande. La directe a un certain délai. Au-delà de ce délai, le traitement automatique va valider automatiquement les demandes, dans la prochaine version, on va dire. Et puis le nombre d'heures qui aura été, avec les taux horaires que vous aurez indiqués, va permettre le calcul du montant de l'indemnisation mensuelle. Évidemment, si ce montant s'avère, par suite de contrôle a posteriori, supérieur à ce que vous auriez dû toucher, on va donc être amené à émettre ce qu'on appelle un ordre de reversement. Sauf que cet ordre de reversement, si vous êtes amené à recevoir d'autres paiements pour les mois suivants, sera compensé sur les paiements à suivre. Donc, par exemple, vous avez reçu un premier paiement de 1000, on se rend compte que vous deviez recevoir que 800. Eh bien, si vous devez recevoir à nouveau 1000 le mois suivant, on prélèvera les 200 d'écart sur le mois suivant. C'est cette méthode de compensation qui est en place généralement pour récupérer les sommes indues.
pareil dans le sens inverse, si l'ASP, il y a eu une erreur, m'a pas assez versé, la régularisation se fait dans le même sens le mois suivant? Oui, a priori, oui. Enfin, dès qu'on a la connaissance des éléments Des permettant situations. de corriger. D'accord. Voilà. Alors, tout ça, c'est lorsque le processus va se fluidifier. J'espère que, compte tenu des volumes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cas passants, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ne posent pas de problème, vont rentrer dans le système générique dont je vous parle. Tous les cas qui vont être un peu tordus, qui ne seront pas rentrés dans les cases, effectivement, on va rentrer dans un système où il va falloir progressivement qu'on trouve notre capacité de régulation. Parce qu'aujourd'hui, les forces de traitement sont mobilisées très grandement sur l'assistance utilisateur, les réponses par mail et par téléphone. Rien que chez moi, je vais mobiliser 120 ou 130 personnes sur ce seul sujet. À l'échelle nationale, on sera probablement à 800 ou 1000 personnes. C'est-à-dire 50% des effectifs de l'ASP, qui traitent pourtant de très nombreuses aides, vont être focalisés là-dessus. Donc, effectivement, derrière, pour pouvoir mobiliser des agents pour faire les correctifs, c'est cet équilibre qu'on va retrouver progressivement. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur la qualité des données que vous saisissez. Très bien, merci. Je vous invite à aller dans l'onglet sondage pour répondre donc à un nouveau sondage. Pendant ce temps, donc, je vais monter donc une nouvelle question. Le maintien du salaire d'un employé en chômage partiel est-il compatible avec une demande de report de paiement de charges? Oui, je pense tout à fait. Hein. Étant précisé que l'indemnité de chômage partiel n'est pas soumise à charge, hein, si ce n'est donc CRDS et CSG. Par contre, comme l'activité peut être partielle, hein, enfin forcément, comme son nom l'indique, donc pour la partie de charge à régler, les deux sont totalement compatibles. Hein. Si Monsieur le directeur général d'URSSAF Je confirme. Je confirme. voilà. Très bien. Peut-être en voyant défiler les questions quand même à droite, là on peut pas s'empêcher. La question des 30 jours, vous savez que on a estimé qu'il fallait donc un délai de 30 jours rétroactif pour permettre aux entreprises de déposer leur dossier. Donc évidemment, compte tenu des problèmes d'applicatifs, etc., qu'on a connus au départ, ce délai de 30 jours sera fatalement augmenté. Hein, on ne va pas reprocher à une entreprise qui n'a pas réussi à créer son compte, à se connecter, etc. Donc, on ne va pas lui faire subir de préjudice de ce fait-là. Hein, donc, il n'y aura pas de préjudice à prévoir de ce côté-là. Hein. Je pense que la précision était importante à pouvoir être apportée. Une question un petit peu différente sur des sujets de rupture conventionnelle. Est-il possible de recourir à la rupture conventionnelle dans des conditions habituelles ou les délais sont-ils suspendus, délais de rétractation ou d'homologation? Est-ce qu'il y a des changements ou la période actuelle ne fait pas de changement? Alors, à ce stade, pour les demandes qui ont été transmises au direct, donc vous savez qu'il y a un délai, donc silence voire acceptation au bout d'un certain temps, hein, donc il y a des décisions tacites qui sont prises. Maintenant, s'agissant des ruptures conventionnelles qui n'ont pas encore pu être enregistrées, déposées par la directe, là j'avoue qu'il faut que je regarde. Hein, j'ai pas la réponse immédiate. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les dossiers qui ont été déposés complets, donc là, le délai n'est pas suspendu. Hein, donc il y a bien une décision tacite qui naît au bout du délai. Par contre, pour les dossiers qui n'auraient pas encore pu être transmis à la directe, je ne sais pas. J'avoue que là, je n'ai pas la réponse à vous apporter aujourd'hui. Donc on verra effectivement comment porter quelques réponses voilà, à des internautes. Idéalement, si vous nous invitez prochainement, je vous apporterai la réponse à ce moment-là. D'accord, d'accord. Merci. Ben oui, puisque vous serez présent vendredi avec l'ASP et la DRFIP. Voilà, Okay. donc on pourra y revenir effectivement vendredi. La réponse vendredi. Voilà, merci. Une question URSSAF. Donc, s'agit-il donc d'un report de 3 mois? Donc, cela signifie un échelonnement ou un paiement en totalité à l'issue des 3 mois? Alors, pour l'instant, les règles n'ont pas été définies. C'est-à-dire qu'on est passé sur une première position d'urgence, hein, de report systématique des 3 mois pour tous ceux qui le demandent. Je dirais qu'aujourd'hui, ma vision du sujet, mais je dis elle n'est pas officielle, hein, mais ça serait qu'en effet, on sera sur des logiques de délai de paiement par rapport à... On ne va pas demander, je pense, de payer au mois de juin, remis sur l'ongle, les sommes concernées, et qu'on sera sur un étalement dont il faudra définir la durée. Je
je pense, hein, vu ce qui se passe en ce moment, qu'il y aura là aussi des conditions exceptionnelles de gestion des délais de paiement sur la période de reprise et sur l'année 2020 et voire sûrement 2021. D'accord, merci. Y a-t-il un cumul entre donc les 1 500 euros du Fonds de solidarité et le montant de l'aide du CPSTI? Est-ce que ces deux aides sont cumulables? Non, c'est-à-dire que, enfin, alors attention, parce qu'il y a une petite subtilité dans le CPSTI. Donc, pour l'instant, officiellement, il y a deux aides possibles. Il y a le fonds d'indemnisation à 1 500 euros de la DGFiP et l'action sociale donc du CPSTI, qui est une action sociale qui existait auparavant, hein, qui était faite notamment pour aider les entreprises en cas de catastrophe, de difficultés particulières, etc. Mais qui sont sur des montants qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, on a dit plus d'1 milliard sur le fonds d'indemnisation France entière. Sur l'action sociale de l'ancien régime social des indépendants devenu CPSTI, on est à 52 millions d'euros pour toute la France. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir en termes financiers. Donc ça ne peut être qu'une aide venant sur les cas socialement très compliqués, très difficiles. Par contre, le CPSTI au niveau national a voté une proposition qui n'est pas aujourd'hui actée par les pouvoirs publics, mais de proposer une aide de 2 500 euros maximum pour les artisans et commerçants sur la base de la partie retraite complémentaire, donc sur les réserves de retraite complémentaire. Donc ça, c'est une annonce qui a été faite par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants jeudi ou vendredi dernier. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un accord des pouvoirs publics, accord qui n'existe pas à l'heure où je vous parle. Voilà. Merci. Et alors, on va prendre une dernière question. Alors, c'est sur les 35 heures hebdomadaires et les salariés qui ont des conventions où ils travaillent plus. Donc, sur la question du chômage partiel, certaines fédérations ont communiqué justement sur la prise en compte de 39 heures sur les heures travaillées. Est-ce que il y a quelque chose qui a été défini pour tous les salariés qui travaillent 39 heures semaine? Alors, il n'y a pas eu de décision générale sur le sujet. Donc, il y a le sujet des heures d'équivalence que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, les professions qui sont concernées par l'équivalence. Donc, il y a bien l'État prendra en charge au-delà des 35 heures hebdomadaires en cas de besoin. Deuxième cas particulier, c'est les métiers de l'hôtellerie-restauration, où là aussi, donc, il y a un accord du ministère du Travail pour prendre en charge donc 39 heures. Donc, c'est-à-dire que là aussi, donc, on ira au-delà des 35 heures. Alors, ce qui va générer une manipulation un peu compliquée, parce que sur le site de l'ASP, il y a un blocage à 35 heures. Disons, le système est paramétré pour 35 heures. Ce qui veut dire que pour les semaines où vous aurez des personnes qui auront plus de 35 heures d'activité partielle, il faudra faire une petite règle de 3 et recalculer un taux horaire différent pour arriver à cette indemnisation-là. Donc, j'avoue que c'est pas très simple, mais c'est la seule solution qui a été trouvée pour passer outre ce blocage du logiciel qui ne permet pas d'aller au-delà de 35 heures. Donc, pour les heures d'équivalence et pour les métiers d'hôtellerie-restauration, donc on pourra aller au-delà de 35 heures, de fait. Très bien, mais écoutez… S'il y a ou pas… J'essaierai de savoir s'il y a ou pas des assouplissements ou des adaptations de l'extranet. Oui. D'accord. Alors, écoutez, on arrive à la fin de ce deuxième webinaire. Alors, je vous rappelle donc les plannings des 2 prochaines dates. Le webinaire du 10 avril où nous retrouverons donc l'ASP et la directe avec la DRFiP. Donc, on pourra répondre à quelques questions sur le fonds de solidarité. Troisième webinaire, 4e webinaire, donc le 14 avril, où nous aurons le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, BPI et la BDF. Je vous invite, avant de vous déconnecter, à répondre au dernier sondage et n'hésitez pas à regarder donc le replay où vous aurez notamment les mails et les numéros de téléphone qui vous ont été indiqués par nos invités. Messieurs, mille merci de votre présence et de la qualité de vos réponses. Et puis, on vous dit à tous à vendredi pour le 3e webinaire. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.